vais tout de suite céder la parole à Sylvie Steinberg, directrice d'études à l'HESS, spécialiste de l'histoire du corps, du genre, et aussi de l'affiliation, et notamment de l'affiliation illégitime, avec ce grand livre que vous avez mentionné aussi, Romain Chevalier, Une tâche au front, la bâtardise du XVIe et XVIIIe siècle, en 2016. Et le propos qu'elle va nous présenter aujourd'hui s'intitule « Effacer la tâche de bâtardise, 16e, 17e siècle ». Chère Sylvie Steinberg. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, merci, et merci aussi à Romain d'avoir tracé la voie d'une certaine façon, puisque je vais m'inscrire tout à fait dans vos brisées, Romain, en passant à l'époque moderne et peut-être en évitant de rappeler un certain nombre de choses qui viennent d'être dites. Donc, mon propos, c'est surtout de m'interroger sur les manières de laver cette tâche de bâtardise au XVIe et XVIIe siècle, qui sont bien sûr dans la continuité de ce que vous avez rappelé pour le Moyen-Âge, qui se met en place à partir du XIe siècle, et peut-être commencer comme vous par une définition de ce qu'est la macule de bâtardise. Alors macule, bon, c'est un terme qu'on trouve dans les textes, hein, quand on parle de bâtardise, on parle de tâches, on parle de défauts, défectus, vous l'avez dit, on parle de souillure, on parle évidemment d'atteinte à la réputation. Alors, si je prends la définition du mot tâche dans le dictionnaire de Wechslet au XVIIe siècle, il définit la tâche comme une souillure, macula, un défaut, defectus, un signe naturel et corporel, une atteinte à la réputation, la becula. Et je dirais que sur ces 4 définitions, il y en a 3 qui sont valides et une sur laquelle on peut s'interroger, qui est de savoir si les bâtards portent un signe naturel et corporel. Puisqu'en fait, malgré tout, il n'y a pas dans les textes à part peut-être dans des textes littéraires qui mettent en scène une tâche corporelle, les bâtards ne sont pas désignés comme ayant un physique particulier, une trace corporelle particulière. Même pas une marque, on dit simplement en général qu'ils ont une tache au front, ce qui peut quand même renvoyer éventuellement à une attitude de honte qui est parfois indiquée dans les lettres de légitimation quand on indique que le roi lève la honte qui fait baisser les yeux au bâtard. Bon, voilà. On n'imagine pas que le bâtard passe tout le temps les yeux au plancher. Donc, il n'y a effectivement pas de tâche visible, mais une tâche invisible et métaphorique, et ça me semble tout à fait important par rapport à votre propos qui était sur la couleur, et par rapport au propos sur les Juifs qui étaient aussi sur une tâche invisible qu'on cherche à marquer par justement un marqueur extérieur. Donc là, on est effectivement dans une tâche qui est invisible, qui est un défaut de naissance, qui vient de la souillure de l'acte horrible et illégitime accompli par les parents dans le péché. Et cette souillure, vous l'avez dit aussi, tu l'as dit ce matin, Baptiste, elle est paradoxale dans la mesure où tout chrétien sait que, grâce au catéchisme le plus élémentaire, que le baptême lave de tous les péchés. Et donc, cette souillure suppose, cette souillure attribuée à la naissance du bâtard, elle a effectivement été, on trouve des gloses sur cette souillure qui souligne le paradoxe. Et on a eu un exemple dans ce que nous a expliqué Romain et à travers un certain nombre de textes. À l'époque moderne, on aura évidemment le même type de réflexion chez les évangélistes, et en premier lieu chez Érasme, qui, en tant que lui-même fils bâtard de prêtre, s'indigne de ce qu'on parle de l'entrée au sacerdoce, et qu'on les considère en effet comme souillés par leur naissance. Et un des mots célèbres d'Érasme dans l'institution du mariage chrétien, c'est de dire tous par le baptême, nous naissons fils légitimes de Dieu. Fils légitimes de Dieu. Ce qu'on retrouve aussi du côté des réformés, mais
en fait, les réformes, qu'elles soient protestantes ou catholiques, ne changent strictement rien de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la naissance illégitime reste illégitime, considérée comme illégitime, y compris quand on conteste un certain nombre de traditions de l'Église, un certain nombre d'incohérences, etc. Bon, donc, évidemment, chez les protestants, la question de l'entrée dans les ordres ne se pose plus, hein, mais enfin, la condition des bâtards dans les pays protestants n'est pratiquement inchangée par rapport aux pays catholiques, en tout cas sur le plan du droit successoral. Bon, donc, quelles sont les justifications que les théologiens trouvent à cette souillure? Romain a cité des textes, la semence maudite, donc la référence à Cham, la référence au Deutéronome, les bâtards sont maudits jusqu'à la 10e génération, comme le sont les Mamzer, etc. Mais, malgré tout, en tout cas à l'époque moderne, ce n'est pas cette référence à la semence maudite qui est invoquée, c'est-à-dire ce n'est pas une référence à une tâche qui se perpétuerait de génération en génération, qui est invoquée, mais beaucoup plus banalement, je dirais, la question de la réputation. Et on s'appuie, donc enfin, là, je fais très vite, hein, mais les canonistes qui s'intéressent aux irrégularités, donc aux traités, qui écrivent des traités sur les irrégularités qui empêchent d'entrer dans les ordres, reprennent plutôt Thomas d'Aquin, qui insiste sur le fait que les prêtres doivent avoir une bonne réputation. Et donc, il y a deux arguments. Hein. Le premier argument, c'est que si on exige une dispense pour entrer dans les ordres, c'est parce que il faut éloigner du lieu sacré la mémoire de la continence des pères, la réputation des pères. Et le deuxième argument, c'est que les bâtards peuvent éventuellement hériter des mauvais penchants par le sang corrompu qui coule dans leurs veines. Je cite le juriste canoniste François de Nexon, 1674. Donc là, il y a quand même une notion d'hérédité, disons, mais qui n'est qu'un penchant, qui n'est qu'une éventualité, hein, une éventualité qui nécessite donc d'être levé par une dispense. Jean-Pierre Gilbert, autre juriste canonique, à partir de là, définit le défaut, la macule de sens, comme un défaut qui est à la fois spirituel, c'est-à-dire à cause de la réputation permis qui se porte sur le bâtard, et corporel, au sens où le bâtard peut être porteur d'un mauvais penchant. Mais ça n'est pas une tâche corporelle, c'est lié à une prédisposition qui est dans le sang, et le sang, alors ça c'est quelque chose qui a été bien montré par les travaux de Charles de Miramont et Michael Van der Luck, le sang c'est vraiment une qualité cachée, donc qui n'apparaît, le bon sang ou le mauvais sang n'apparaît que dans des circonstances particulières, et la bâtardie c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est une tâche qui n'est pas présente en permanence sur le front du bâtard, mais qui, à un certain moment, peut être manifeste. Alors, malgré tout, donc c'est une tâche qui, la plupart du temps, est invisible. Donc, deuxième question, comment la tâche est-elle rendue manifeste, malgré tout, dans cette société qui se préoccupe de distinction, de hiérarchie et de différence. Donc, bon, il y a un certain nombre d'opérations qui rendent manifeste la tâche. La première opération, c'est au moment du baptême, les bâtards ont peut-être, là je reste prudente, ont peut-être un baptême particulier. En tout cas, c'est ce que disent les folkloristes du XIXe siècle. On ne sonne pas les cloches pour le baptême d'un enfant bâtard, mais bon, Vincent Bourdon et Isabelle Robin-Romero, qui ont étudié cette question dans le recueil dirigé par Carole Avignon, dont Romain a fait
pas tout à l'heure, n'ont pas trouvé chez les folkloristes du XVIIe siècle, chez Jean-Baptiste Thiers par exemple, fulmine contre les superstitions diverses, de telles occurrences. Bon, malgré tout, en cherchant, en tombant plus exactement sur des cas dans les archives, Kevin Saul, qui a travaillé sur l'officialité de Beauvais, par exemple, a trouvé quand même un seul cas, au XVIIe siècle, où le célébrant court après les enfants de chœur pour les empêcher de sonner les cloches, parce que le baptême est le baptême d'un enfant, le baptême d'un prêtre. Bon, donc apparemment au XVIIe siècle, voilà. Même discrétion d'ailleurs pour les mariages subséquents dont je reparlerai, c'est-à-dire ces mariages qui concernent les parents qui ont déjà eu un enfant bâtard et qui le légitiment en le mettant sous le poil avec eux. Apparemment aussi au XIXe et encore au XXe siècle, on s'abstient de sonner les cloches pour de tels mariages. J'en ai eu un témoignage tout à fait là aussi inattendu, parce que bon, travailler sur la patardie, c'est travailler quand même à l'échelle du Moyen-Âge, c'est 1% de la population, donc on a quand même des difficultés à trouver des sources pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Et donc j'en ai eu un récent exemple dans le livre de Raphaël Branche sur la mémoire des conscrits dans la guerre d'Algérie, puisque une de ces interviewées mentionne que, étant mère d'un enfant bâtard, elle a dû se marier après le retour de son compagnon de la guerre d'Algérie sans qu'on sonne les cloches. Donc là, on est en 1960, enfin, entre 56 et 72, je ne sais pas. Voilà, donc bon, on peut imaginer quand même que c'est quelque chose qui remonte à plus loin. Alors, autre marque, évidemment, après le baptême, l'inscription dans les registres de baptême, avec, on le sait, une très grande variété pour remplir les registres de baptême au XVIe, XVIIe siècle. Je passe là-dessus. La première prescription, c'est le rituel romain de 1613, qui mentionne l'obligation pour les curés de mentionner l'origine de l'enfant. Mais en réalité, jusqu'au Code Louis, alors je parle de la France en 1667, voire 1736, ce n'est une obligation qui est vraiment, qui est laissée à au libre choix des termes du curé. Donc, il va utiliser illégitime, il va utiliser naturel, mais naturel, ça veut rien dire, ça veut dire enfant de ses parents, en fait. Dont le nom a été donné par la sage-femme, dont le nom a été amené par le père. Dans les peines de l'accouchement, etc. Voilà. Ou bien, 3 petits points, 2x, quand le père est inconnu. Bon, donc une grande variété, et malgré tout, à la fin du XVIe, sont au moins attestés à Saint-Similien de Nantes, grâce à Alain Croix, et à Bourg-en-Bresse, grâce à Denise Turel, 2 registres particuliers, où le curé a tenu un registre particulier pour les bâtards, mais c'est vraiment des choses qui ne sont pas très généralisées. Alors, ce qu'on a beaucoup, c'est des mentions marginales, c'est-à-dire que le curé met en marge une mention, et en particulier, il met une mention qui revient beaucoup, c'est l'expression nota. Nota qui appartient au vocabulaire théologique pour noter l'impureté spirituelle. C'est un terme qui revient, voilà, et qu'on trouve par exemple dans l'Espagne du XVIe siècle, dans des registres aussi, où on met connota pour désigner les gens qui sont d'ascendance judéo-converse. Donc, il y a effectivement un parallèle intéressant, là, pour votre journée, entre au moins du point de vue du vocabulaire et du processus de marquage de la tâche d'origine, voilà, légitimité ou origine judéo-converse. Et puis ensuite, il y a d'autres marques extérieures que le bâtard va porter durant sa vie. On l'appelle bâtard, tout simplement, le bâtard de madame, bâtard, etc. Dénomination qui peut être informative dans un acte notarié, par exemple. Il est nécessaire de mettre qu'il s'agit d'un bâtard pour des raisons juridiques, qui peut être infamante, il s'agit d'une insulte, ou qui peut être honorifique,
bon, Fabrice, hein, le bâtard de Valois, bon, voilà, les grands bâtards, voilà, et y compris sur un temps très très long, puisqu'il y a un certain nombre de branches bâtards de la noblesse qui se targuent d'avoir une origine bâtarde, comme les Longueville qui se targuent de descendre du bâtard du noir, voilà, d'avoir une origine royale. Et puis il y a évidemment les armoiries qui, à partir de la fin du Moyen-Âge, se normalisent, disons, avec la part hein, de bâtardise, qui là aussi est à la fois honorifique, puisqu'elle elle porte sur le blason de la famille, hein, et évidemment infamante, stigmatisante par rapport aux enfants légitimes. Alors, troisième point, comment on efface cette tâche de bâtardise? Il y a donc, je laisse de côté la question de la dispense, parce que la dispense n'efface pas la tâche, c'est une dispense, mais juridiquement, ce n'est pas un effacement, même si les théologiens ont tendance à utiliser le même vocabulaire, laver, purifier, etc., etc. En fait, c'est une dérogation, tout simplement. Alors, il y a deux voies, il y a le mariage subséquent des parents et la légitimation. Mariage subséquent des parents, donc il est ouvert seulement aux bâtards qui sont dits naturels ou qui sont nés ex soluto et soluta, c'est-à-dire de deux personnes qui sont libres et surtout qui étaient libres au moment de la conception de l'enfant. Un enfant adultérin ne peut pas être légitimé par le mariage subséquent de ses parents. Donc ça ferme la voie à toutes les autres catégories de bâtards, et des catégories de bâtards, il y en a plein, qui sont, alors je ne rentre pas dans ces histoires de catégories, parce que suivant les époques, depuis Isidore de Séville, il y a un jeu sur les catégories, etc. Mais en gros, il y a les bâtards qui sont incestueux, c'est-à-dire dont les parents ne peuvent se marier du fait que les interdits au mariage. Il y a les bâtards adultérins, et puis ceux qui sont dits sacrilèges, c'est-à-dire les enfants prêtres, ou les bâtards nés d'un commerce incestueux, mais cette fois-ci au sens des relations illicites entre un père et sa fille, ou un frère et sa sœur, enfin voilà, dans le sens, je dirais, qu'on dit moderne hein, pour nous. Le mariage subséquent est donc une voie qui est réservée à seulement une toute petite partie des bâtards. Et pour l'Église, c'est vraiment un acte qui efface totalement l'origine de l'enfant. L'enfant est mis sous le dais, ou le poil, comme on dit, et il devient l'enfant légitime de ses parents, à la réserve près, encore une fois, de ce rite des cloches. De toute façon, dont l'Église ne veut pas. D'ailleurs, les cloches considèrent que c'est une superstition inutile. Enfin, bon, voilà. Alors, au XVIe, XVIIe siècle, la situation est, bon, je vous signale, parce que ça fait partie de mes recherches actuelles, voilà, c'est aussi quelque chose qui marque l'évolution des choses par rapport à ce que nous a expliqué Romain. Au XVIe ou XVIIe siècle, il y a deux tendances contradictoires par rapport à ces mariages subséquents. Il y a une tendance qui est celle de l'Église post-tridentine, qui a tendance à encourager les couples à solenniser leurs unions après la naissance d'un enfant, pour lutter contre les mariages présumés, les mariages clandestins, les mariages secrets, etc. Donc, qui encourage les noces in extremis quand l'homme est en train de mourir et qu'il faut qu'il se repente et qu'il donne un nom à son héritage à son fils. À l'inverse, la monarchie française a toute une politique pour, au contraire, empêcher les mariages sans consentement parental, les mariages secrets, en plaçant tout ça sous l'égide du rapt, hein, et ce qui a plutôt comme conséquence de créer de la bâtardise. Donc on a deux tendances qui sont contradictoires et qui vont converger malgré tout avec le cas particulier des protestants, puisqu'à partir de la révocation de 1785, il y a un cas particulier, bien sûr, qui est que les
parents protestants non mariés dans l'Église sont considérés donc comme non mariés et leurs enfants deviennent patères. Hein. Voilà, une conjoncture, disons, particulière au XVIe et XVIIe siècle avec ce jeu particulier entre Église et monarchie. Alors, deuxième acte, la légitimation, donc Romain en a parlé, hein, qui est un acte qui est devenu un acte royal, qui concerne donc toutes les autres catégories de bâtards, même si périodiquement les juristes s'étonnent du fait que le roi veuille légitimer des bâtards incestueux, donc passer sur une dispense, voilà, ou surtout sur les adultérins. Hein. Et un des grands problèmes, c'est en effet quand la mère est mariée, puisque normalement l'adage c'est pater est isquem nuptiae demonstrant, c'est-à-dire ce sont les noces qui démontrent l'origine de l'enfant, et donc légitimer un enfant dont la mère est mariée, c'est en fait enlever la filiation du père de l'époux. Donc il y a des débats, mais dans l'ensemble, évidemment, ce que disent d'autres juristes, c'est la grâce du roi est immense, et il peut bien légitimer les adultérins s'il le veut, et puis à quoi servirait la légitimation si c'était uniquement pour légitimer les gens qui peuvent se marier par ailleurs. Ça n'a à peu près aucun sens. Bon, alors malgré tout, la légitimation, même si c'est un acte qui est devenu assez banal, mais très rare quand même, au XVIIe siècle a tendance à se restreindre. De plus en plus, les juristes demandent à ce que les parents autorisent les bâtards à être légitimés, demande des preuves que le père a bien voulu légitimer son bâtard, parce qu'une chose quand même, c'est que la légitimation, ce n'est pas une adoption, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que souvent, c'est l'enfant devenu adulte qui demande au roi sa grâce, le père étant mort, hein. Et donc, bon, là aussi des débats là-dessus, et puis surtout des enquêtes sur la vie et les mœurs, hein, par les officiers locaux sur les bâtards. Voilà. Alors, peut-on être totalement lavé de sa tâche? Dernier point. Peut-on être totalement lavé de sa tâche? Pour ce qui est du mariage subséquent, il est clair que les bâtards légitimés par mariage subséquent sont légitimes. Pour ceux qui sont légitimés donc par lettres royaux, comme on dit, la légitimation lève un certain nombre d'incapacités. Elle lève l'incapacité d'occuper une charge publique, qui est un des arguments pour la dispense dans le bénéfice ecclésiastique. Cela dit, là encore, je ne sais pas du tout si cette question de l'incapacité à entrer dans une charge publique est une tâche réelle dans la société d'Ancien Régime. Les juristes discutent sur cette question. Ce qu'il faudrait vérifier, en fait, c'est dans les enquêtes sur la vie et les mœurs des officiers qui entrent dans les offices de justice, si ça fait partie des choses qu'on connaît des officiers, on connaît beaucoup d'officiers de justice, d'autres, hein, qui sont des enfants bâtards notoirement, mais par contre, on ne sait pas si, dans les enquêtes qui sont préalables à l'entrée dans l'office, cette chose a été notée, comme on dit. Alors, ça lève évidemment un des effets de la tâche la plus manifeste, c'est l'impossibilité d'hériter. Hein. Les bâtards sont réputés sans famille, sans gens ou sans race, comme on dit, mais race au sens de la maison. Hein. Voilà, la maison, la famille. Donc, l'impossibilité d'hériter est une composante essentielle de la tâche et la légitimation lève cette incapacité, mais là aussi, les lettres de légitimation du XVIIe siècle surtout précisent de plus en plus à quel bien les bâtards peuvent prétendre, hein, parce qu'il y a une restriction quand même, surtout au XVIIe siècle, une restriction assez nette de ces possibilités de transmettre. C'est vrai pour ceux qui ne sont pas légitimés, qui ne peuvent pas en particulier recevoir des legs universels. Ça lève aussi la possibilité, une chose, alors qui est là aussi héritée du
ménage, ça lève l'impossibilité de transmettre lorsqu'on n'a pas d'enfant. C'est-à-dire qu'une fois légitimé, le bâtard ne relève plus du fameux droit de bâtardie, c'est un droit d'épave qui fait en sorte que le seigneur justicier, et de plus en plus là aussi le roi, s'empare de ses biens s'il n'a pas de descendance légitime. Est-ce que ça lève la mauvaise réputation? Et c'est là où, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que disent les textes, c'est que le bâtard légitimé peut être admis en témoignage en justice. Donc, il récupère sa bona fama qui lui permet de témoigner en justice et de ne pas être considéré comme les enfants, les fous, les femmes, etc., comme un témoin contestable. Là non plus, alors là, c'est exactement comme pour les charges, je ne sais pas du tout si cette incapacité s'exerce véritablement, ou si c'est une clause de style de dire on va lever cette incapacité à témoigner. Et d'ailleurs, de fait, pour ce qui est des femmes, des enfants et des fous, c'est tout aussi contestable. Il y a beaucoup de femmes, des fous, je ne sais pas, mais des femmes et même des mineurs qui témoignent en fait en justice, qui n'ont pas besoin particulièrement d'être autorisés pour ça. Donc, ça, effectivement, la réputation l'opération consiste à récupérer sa réputation. Cela dit, comme l'a dit Romain, très souvent dans les textes, on continue à désigner ces personnes comme des bâtards légitimés. Ils n'ont jamais le droit à la dénomination de légitime. Ils sont toujours bâtards légitimés. Et il y a une mémoire de leur origine à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle du lignage, puisqu'on parle de branche bâtarde. Donc, cette mémoire est quand même longue, même si ça ne se rattache pas, je pense, à la question de la semence maudite sur 10 générations. Si bien que, encore une fois, il y a ce jeu entre le caché et le manifeste, le caché qui peut se manifester, hein, et que là aussi, quand on a l'occasion, on peut tomber sur des témoignages un peu plus, disons, réels de ce qui se passe pour ces bâtards. Donc, je suis tombée récemment sur une affaire de rapt, hein, où à la fin du XVIIe siècle, un commissaire, qui s'appelle Lepage, qui a un certain âge, est accusé d'avoir séduit et rapté une jeune fille de 14 ans, qui est la fille d'un de ses collègues commissaires aussi, avec laquelle il s'est enfui après avoir vécu sous le même toit, avoir été accueilli par le père, etc. Bon, et alors un procès s'ensuit, et évidemment, dans les arguments qui sont donnés par la famille plaignante, hein, le père de la fille, il y a le fait que ce commissaire Lepage est un bâtard légitimé, et que donc il a séduit la fille, outre la différence d'âge, hein, et la minorité de la fille, il a séduit la fille sous une apparence trompeuse, hein, et que, évidemment, si le père avait su qu'il était bâtard légitimé, il ne l'aurait pas accueilli chez lui, et surtout, il ne l'aurait pas laissé fréquenter sa fille, puisque cette condition de bâtard légitimé montre qu'ils sont d'une condition différente. Donc, la réputation ressort à ce moment-là comme un argument juridique, hein, pour ternir la réputation d'un homme dont on n'avait peut-être pas besoin, mais je ne sais pas plus ce qui a été fait. Enfin, mais évidemment, comme un des attendus du rapt, c'est l'inégalité. Hein, peut-être de condamner quelqu'un parce qu'il il est d'une inégale condition par rapport à la fille qu'il a raptée. Là, on peut, bien qu'il soit bâtard légitimé, bien qu'il soit de la même profession que le père, enfin, qui vit sous son toit, etc., qui ait toute la confiance de l'autre, à ce moment-là, le stigmate ressort, en effet, comme étant une qualité cachée, hein, voilà, qui peut être manifeste à certains moments et qui peut, en effet, servir à rappeler à l'individu son origine,
l'anthropologie,